et monsieur, bonjour et bienvenue aux 12 heures de ce 22 mars. À la une de l'actualité, représentant le président de la République, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit a été reçu par la présidente de la Namibie après la cérémonie de son investiture dans la capitale Windhoek. L'Algérie appelle au retour de la trêve à Raza et la mise en œuvre de toutes les étapes de l'accord violé par l'entité sioniste. Plus de 600 Palestiniens ont été tués depuis mardi dernier. Nous ferons le point dans quelques instants. Et en France, les discours de haine décomplexés au sein des institutions et les médias contribuent à la montée effrayante du racisme. Une importante manifestation est prévue ce samedi pour dénoncer les dérives de l'extrême droite et ses relais au pouvoir. Triste nouvelle, décès de Djamel Menad, ancien footballeur international algérien et entraîneur de plusieurs clubs. Il s'est éteint ce samedi à l'âge de 65 ans des suites d'une longue maladie. Nous reviendrons sur son parcours dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, représentant le président de la République, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Laïd El-Bigar, a été reçu par la présidente de la Namibie, Netumbo Nandi Ndaitwah, au palais présidentiel à Windhoek, après la cérémonie de son investiture hier, coïncidant avec la célébration par la Namibie du 35e anniversaire de la fête de l'indépendance. L'Algérie insiste sur la nécessité du retour du cessez-le-feu dans la bande de Raza et de la mise en œuvre de toutes ces étapes, de toutes les étapes de l'accord qui a été violé par l'entité sioniste. Depuis New York, le représentant permanent de la délégation algérienne auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a indiqué que les images terrifiantes des victimes de l'agression sioniste contre Raza sont désormais de retour. Elles étaient devenues une partie de l'histoire après l'accord de cessez-le-feu signé en janvier dernier. Benjama a intervenu lors d'une réunion mensuelle ou de la réunion mensuelle du Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient. Je vous propose de l'écouter. Il est plus que nécessaire de revenir au cessez-le-feu dans la bande de Raza et de mettre en œuvre toutes les étapes de l'accord qui a été violé par l'entité sioniste. Les images terrifiantes des victimes de l'agression sioniste contre Raza sont devenues une partie de l'histoire. Les Palestiniens à Raza sont effrayés, impuissants et détruits après que l'occupation ait repris son agression mardi dernier, faisant en une seule nuit plus de 400 martyrs palestiniens. La protection des civils, la facilitation de l'acheminement des aides humanitaires à Raza et le respect de principes tels que la distinction et la proportionnalité ne sont pas une option, mais un engagement. As expected, shown different. Plus de 600 Palestiniens ont été tués en 72 heures après la violation de la trêve mardi dernier par l'entité sioniste. Des enfants et des femmes en majorité. Et hier, l'unique hôpital anti-cancer de Raza a été détruit par les bombardements de l'occupant israélien dans une volonté de nuire à la population et la rendre encore plus démunie. Le point avec Walid Yossi. Le cauchemar n'est visiblement pas fini pour les Razaouis qui continuent de subir des frappes aériennes intenses. Hier encore, une frappe aérienne a ciblé une maison dans le quartier d'El Toufah, à l'est de Raza, causant la mort de 5 enfants palestiniens et blessant plusieurs autres. D'autres bombardements ont également frappé le camp de Nosayrat, faisant plusieurs blessés parmi les civils. Depuis mardi dernier, les bombardements ont fait 600 martyrs et plus de 1000 blessés, dont une majorité de femmes, d'enfants et de personnes âgées, après plus de 2 mois d'interruption. Des ordres d'évacuation dans la bande de Raza ont été émis par l'entité sioniste, accompagnés par des menaces de bombardement, une situation qui accentue davantage la crise humanitaire alors que les habitants peinent à trouver refuge. La reprise des bombardements aggrave une situation déjà critique, rendant l'accès à l'aide humanitaire de plus en plus difficile pour les Razaouis.
séquence mémoire, la colonisation française a été une colonisation d'extermination et de remplacement. La France coloniale a multiplié les méthodes barbares contre la population algérienne dès le début de sa conquête du vaste territoire algérien. Le but, imposer sa domination et réprimer ou même prévenir toute résistance à son expédition. Yasmine Massoudi. Dès 1830, l'armée française a tenté par tous les moyens d'imposer sa domination en Algérie, quitte à recourir aux moyens les plus inhumains et à une violence méthodique. Sous les ordres du général Bugeaud, la stratégie coloniale repose sur la destruction systématique des villages, l'incendie des récoltes et l'extermination de la population algérienne. En Algérie, quand les Français sont arrivés, quasiment tous les enfants savaient lire et écrire, même beaucoup de filles. Et quand ils sont partis, toutes les écoles avaient été détruites et disparues. Civilisation. En réalité, la France a mené une occupation génocidaire. 1 million d'Algériens tués sur 3 millions d'habitants à l'époque. Je ne parle pas seulement des combattants, mais des populations civiles ont été véritablement, dans certaines régions, éradiquées ou expulsées, et avec au bout du chemin la mort par la faim, quoi. Le plus dur aussi, c'était de ratisser des zones qui étaient habitées, qui n'avaient pas été évacuées par l'armée, qui étaient habitées et qui avaient été bombardées. Et là, effectivement, on a des scènes de violence, d'horreur, de femmes, d'enfants brûlés, tués par les obus, par le bombardement en napalm. Le bombardement en napalm, c'est quelque chose d'horrible. En 1845, les enfumades marquent une escalade. Des centaines d'Algériens, réfugiés dans des grottes, meurent asphyxiés par la fumée des feux allumés à l'entrée. Une méthode qui devient un outil répressif récurrent et que beaucoup d'historiens qualifient de première forme des chambres à gaz. Entre 1958, 1959 et 1960, la France a gazé des Algériens dans des grottes avec des gaz chimiques. Alors même, ce sont des appelés qui ont fait ça. L'armée française a été inhumaine jusqu'au bout en Algérie. Tout le monde y est passé. Cette femme qui était là tranquillement avec son bébé dans les bras, ce sergent, lui était engagé, hein, le sergent en question, qui arrive, qui lui arrache le bébé des bras et qui l'écrase contre le mur. Mais il y a des limites. Mais la répression coloniale ne s'arrête pas là. Tout au long de l'occupation, la France coloniale met en place des camps de concentration, pratique les exécutions sommaires et multiplie les massacres. Lors de la guerre de libération, la barbarie atteint son paroxysme. Prisonniers torturés, corps lacérés par du fil de fer avant de les jeter dans des fosses communes. Un jour, on me confie 2 prisonniers. Ils étaient attachés avec du fil de fer au poignet. Le fil de fer entrait dans la peau, le sang et les mouches dessus. À la main, je ne pouvais pas l'enlever, ça. Donc j'ai demandé à un de mes gars d'aller chercher une pince. Il est revenu, j'ai coupé le fil de fer. Arrive un capitaine, et quand il voit qu'il n'est plus attaché avec du fil de fer, il se met à hurler qui a fait ça. Et il a regardé autour de lui, alors je n'ai pas pu faire autrement que dire c'est moi. Et c'est lui-même qui a rattaché avec du fil de fer et en serrant la pince. L'électricité, ça c'était monnaie courante. À l'origine, on passait les gens à la GGN. La GGN, c'était la génératrice à main des postes radio à NGRC9. Il fallait que quelqu'un tourne la génératrice à main et un courant de 80 à 100 volts s'en dégageait. Les policiers, là, les inspecteurs de police ne s'embarrassaient pas de ça et branchaient directement sur le 110. Malgré cette répression massive, le peuple algérien a tenu la dragée haute à une puissance coloniale. Après des années de lutte, l'Algérie arrache son indépendance, une victoire chèrement payée dont les cicatrices marquent encore les mémoires. L'Algérie a arraché son indépendance, ce que la droite française et ses extrêmes n'arrivent pas à accepter. L'acharnement du ministre de l'Intérieur est un exemple de cette mentalité néocolonialiste. Les discours de haine décomplexés au sein des institutions et les médias français contribuent à la montée effrayante du racisme. Et pour le dénoncer, une importante manifestation est prévue ce samedi. Ismaël Sultan, Badia Amardi.
Les immigrés font face de plus en plus à une montée de racisme sans précédent en France. Les témoignages émanant de cette communauté africaine donnent froid dans le dos, car la majorité se font persécuter sur la base de leur origine et de la couleur de leur peau. Le défenseur des droits, un homme issu de votre famille politique, menait une large enquête sur les relations entre la police et la population. Son constat était implacable. En France, un noir ou un arabe a 20 fois plus de risques de se faire contrôler que les autres. La France a été condamnée à de multiples reprises pour des contrôles d'identité discriminatoires. Depuis, de nombreux jeunes hommes de ce pays sont morts entre les mains de la police ou de la gendarmerie. Il y a une responsabilité historique de la Macronie dans la montée de l'extrême droite dans ce pays. Lorsque vous entendez des propos de M. Retailleau ou lorsque vous voyez la loi immigration qui a été faite par M. Darmanin avec pour la première fois de toute l'histoire de la Ve République une loi immigration qui est passée avec les voix de l'extrême droite et du programme directement issu de celui de Jean-Marie Le Pen avec la préférence nationale, ça s'appelle effectivement poser des actes ou des paroles racistes. Certains essayent de faire détester les musulmans, essayent de créer de l'islamophobie dans notre pays. Les femmes qui font du sport, elles ont le droit d'avoir une religion et de faire du sport en fait. C'est vraiment, on est dans une islamophobie débridée en France, il faut s'en rendre compte quand même. À un moment, on est dans on dérive et on a des propos et des attitudes d'un racisme qui devrait nous interroger. Les immigrés n'ont pas cessé de dénoncer cette situation. D'ailleurs, un mouvement de protestation à travers plus de 100 villes françaises est organisé pour exprimer l'indignation quant à la montée en puissance de l'extrême droite et contre le discours de haine. Il est nécessaire d'aller marcher partout en France le 22 mars contre le racisme parce que ce racisme est l'un des objets utilisés contre le peuple français pour essayer de nous diviser et pour nous empêcher de nous unir, pour unir nos revendications communes, notamment en matière de pouvoir d'achat. Cette démarche vise à mettre un terme à la politique des 2 poids 2 mesures et au racisme au risque de voir la Ve République s'enliser davantage dans les méandres de la mouvance de l'extrême droite raciste. Et puis énième scandale secouant le gouvernement français. Depuis 2017, les différents exécutifs ont quasiment tous été entachés par des affaires juridiques. La dernière en date est celle de Rachida Dati. La ministre de la Culture est accusée de corruption. Explication de Walid Yousfi. L'affaire judiciaire Rachida Dati, actuelle ministre de la Culture française, connaît de nombreux rebondissements. Dati tente de faire annuler le réquisitoire du parquet national financier. Ce dernier demande son renvoi devant la justice pour corruption et trafic d'influence aux côtés de l'ex-patron de Renault Nissan, Carlos Ghosn. Depuis l'ouverture de l'enquête en 2019, l'ancienne ministre de la Justice conteste fermement les accusations. Elle dénonce des vices de procédure et une atteinte au secret professionnel. L'affaire implique des honoraires de 900 000 € versés par une filiale de l'alliance Renault-Nissan entre 2010 et 2012, alors qu'elle était à la fois avocate et députée européenne. Les enquêteurs cherchent à établir si ces paiements dissimulaient une activité de lobbying illégale, une question sensible, étroitement liée à l'intégrité des pratiques entre le monde politique et celui des grandes entreprises. La France dégringole à la 25e place au classement de la corruption établi par l'ONG Transparency International. Cette affaire intervient dans un contexte où l'indice de corruption en France atteint un niveau alarmant. Selon un rapport de Transparency International, la France a perdu 5 places en 2024 dans le classement mondial, chutant à la 25e place avec un score historiquement bas de 67. Le coût de la corruption a été évalué en France par an par le Parlement européen à 120 milliards d'euros. C'est plus que l'évasion fiscale. Mais finalement, on a beaucoup parlé de l'argent qui manque partout. Et bon, la réponse à ça, ça a été beaucoup des politiques de rigueur budgétaire, ça a été beaucoup des coupes budgétaires. On est aussi là pour dire que, en fait, cet argent qui manque, c'est l'argent de la corruption. Qu'à cause de la corruption, tout le monde paye beaucoup plus d'impôts. Déjà, on pense au porte-monnaie, mais... Non, mais en France, c'est un sacré niveau de corruption. Parce que tous les contribuables payent des impôts pour compenser les coûts directs et indirects de la corruption. Bien sûr qu'il y a des sanctions, bien sûr qu'il y a un choc dans l'opinion publique. Laissez penser que la corruption en France, politique singulièrement, est plus étendue que dans d'autres pays, ne me paraît pas correspondre à la réalité, et penser que nous y serions tous indifférents, ou le suggérer, que nous nous habituons trop facilement à cela, ce n'est pas vrai. Nous avons empilé les lois, je le répète, nous avons empilé les institutions. Depuis 2017, au moins 26 membres du gouvernement français ont été impliqués dans des affaires judiciaires pour diverses raisons.
La multiplication des scandales touchant des personnalités politiques renforce le sentiment que l'exécutif peine à tenir ses engagements en matière de transparence et de probité. La situation sociale au Maroc risque l'implosion. Le peuple dénonce la normalisation avec l'entité sioniste et crie à la trahison. Les Marocains descendent également quotidiennement dans la rue pour exprimer leur mécontentement quant à la précarité dans la situation dans laquelle ils vivent. Houda Louabah et Badia Amarni pour les détails. Il semble que la normalisation a élargi la fracture entre le Makhzen et le peuple. Les voix continuent à s'élever pour dénoncer cette démarche, la considérant à l'opposé des principes nationaux et une trahison de la cause palestinienne. Si l'État applique une politique réelle et démocratique, qu'il nous laisse nous exprimer. Sinon, on peut considérer que sa politique est un échec. Le Makhzen ne connaît que la répression, la matraque et l'usage de la force. Les Marocains continuent à rejeter la normalisation et à dénoncer la précarité dans laquelle ils sont plongés, de même que la répression ordonnée par le Makhzen et qu'ils subissent. Face à cette situation au quotidien, la rue marocaine gronde toujours. Si Arnouch, pensez à votre peuple et changez de politique. C'est trop, nous sommes perdus. Ouvrez-nous les frontières pour aller ailleurs. La vie est chère, nous ne pouvons plus vivre. Le Maroc vit une situation politique et sociale des plus difficiles. Tous les indices annoncent une explosion sociale imminente. Retour dans le pays avec ce communiqué du ministère de la Défense nationale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et de la protection des frontières. Des détachements de l'armée nationale populaire relevant du secteur opérationnel d'Ingazem en 6e région militaire ont abattu hier 21 mars 2 terroristes de nationalité étrangère ayant franchi illégalement les frontières nationales, permettant ainsi de récupérer un fusil à lunettes, 3 chargeurs, une quantité importante de munitions, un téléphone satellite Thoraya, un véhicule tout-terrain 4x4 et d'autres objets. Cette opération, qui s'ajoute à la série de résultats qualitatifs réalisés sur le terrain, réaffirme la haute vigilance et l'ardeur des forces de l'armée nationale populaire à protéger nos frontières contre toute tentative d'intrusion. Cette triste nouvelle, décès de Djamel Menned, ancien footballeur international algérien et entraîneur de plusieurs clubs. Il s'est éteint ce samedi à l'âge de 65 ans des suites d'une longue maladie. Retour sur le parcours de l'une des légendes du football algérien, par Adel Bouhams. Après une longue lutte contre la maladie, l'ancien baroudeur de la Juin Brojet et de l'équipe nationale, Djamel Menned, nous quitte à l'âge de 65 ans, laissant derrière lui un long parcours couronné par de nombreux titres nationaux et internationaux. Pour les générations futures, il restera une référence, que cela soit pour son sérieux, son abnégation et sa rage de vaincre. Avec la JSK, il a contribué à plusieurs titres nationaux et continentaux, dont la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1981. Mais c'est surtout avec l'équipe nationale qu'il a brillé de mille feux et marqué les esprits, notamment lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 1990, remportée à domicile, où il a terminé meilleur buteur du tournoi. Sa carrière de joueur, qui a duré une vingtaine d'années, a été marquée par 2 passages à la JS Kabylie, avec à la clé 5 championnats et surtout 3 titres africains, mais aussi 3 Coupes d'Algérie avec le CRB, la JSK et l'USM Alger. Il aura marqué la sélection avec 6 participations à la CAN et à la Coupe du Monde 1986. En tant qu'entraîneur, il atteindra 2 fois la finale de la Coupe d'Algérie. Djamel Menned, c'est surtout des qualités morales, une gentillesse sans pareil, une intégrité hors pair. مناد اللاعب الممتاز، مناد يضيف الهدف الثالث 3-0 لصالح الفريق الوطني، وهكذا الفريق الوطني يأخذ بالثأر 3-0 بالنسبة لنيجيريا في سنة 80، واليوم الفريق الجزائري. La dernière halte de notre journal nous emmène à Skikda, le bastion de la fraise qui s'illustre par ses délicieuses tartelettes. Leur réputation a dépassé les limites de la wilaya et pour cause, les clients affluent de toute la région Est durant le mois de Ramadan. Reportage de Smaïl Belkaidia. Une fête au printemps est aussi connue et reconnue pour sa pâtisserie très prisée durant le mois de Ramadan.
La ville de Skikda est une ville touristique par excellence, réputée pour ses bons desserts. Les visiteurs se déplacent ici tout au long de l'année, notamment ce mois sacré, rien que pour acheter les fameuses tartes aux fraises de Skikda, aux saveurs particulières. Le délicieux fruit rouge est utilisé notamment pour confectionner des tartelettes aux fraises qui attirent des clients de toutes les wilayas voisines. On est en vacances à Skikda et c'est un passage obligatoire ici chez Gergat pour acheter des gâteaux. Et on a des invités aussi qui viennent de Batna. C'est de loin les meilleures tartes aux fraises. Elles ont un goût unique. On a des bonnes fraises هنا وكاين ثاني هنا لي باتيسري بزاف اللي يديروا دي بون تارت فريز. On ne peut pas venir à Skikda sans passer par Gergat, le roi de la tarte aux fraises. Je suis venu de Annaba spécialement pour acheter les tartes aux fraises. Je viens ici chaque année. J'adore la fraise de Skikda. La gourmandise est de mise pour la pâtisserie de Skikda, notamment cette fameuse tartelette aux fraises. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur Canal Algérie.